Bienvenue dans le deuxième épisode bonus de fin d'année de Cheminement où nous célébrons et soutenons les invités passés et des femmes exceptionnelles qui ont partagé leurs projets novateurs dans le domaine de la santé des femmes. Puisqu'aujourd'hui, une table ronde d'experts talentueuses et inspirantes sont prêtes à offrir leurs meilleurs conseils pour aider ces femmes à développer et à faire rayonner leurs initiatives. Je suis ravie d'accueillir Emmanuelle Pierga, une figure incontournable dans les secteurs de la technologie et de la santé. Emmanuelle apportera son expertise en marketing, influence, organisation d'événements et bien d'autres sujets. Sa vision stratégique et sa capacité à naviguer dans des environnements complexes seront un atout précieux. À mes côtés également, Charlotte Scordia-Varambourg, passionnée par la communication et les stratégies digitales dans l'industrie pharmaceutique. Charlotte partagera son expérience sur l'importance d'une communication adaptée et efficace dans le secteur de la santé. Et enfin, à mes côtés, Manon Blanche-Tête, qui, issue du monde de l'art et du marketing, a trouvé sa vocation chez Skezy en mettant en valeur la voix et l'expérience des patients. Avec Manon, on discutera de stratégie de marketing digital et de l'importance de la relation client dans le secteur de la santé. Alors, chers expertes, à vous trois, je dis bienvenue dans Cheminement. Merci Marguerite. Alors, je précise que vous pouvez retrouver les interviews flash de chacune de nos expertes dans des épisodes individuels sur la chaîne de podcast de Cheminement. Mesdames, nous allons commencer par notre jeu. J'ai écrit des cartes. Sur les cartes, il y a des questions que se sont posées des invités que j'ai reçus dans les autres saisons de Cheminement. Alors, j'ai inventé une nouvelle règle, c'est que vous avez une carte joker. Donc, si jamais vous trouvez que mes questions ne sont pas assez précises et sont nulles, vous avez le droit de me dire « Marguerite, joker, c'est toi qui poses la question ». J'ai les cartes, c'est moi qui vais les lire parce que j'écris très mal maintenant. Mais c'est tout pareil. Et l'idée, c'est que je vais vous lire la question et ensuite, je vais vous en dire un petit peu plus sur le projet à chaque fois de mes invités pour que vous ayez plus d'infos. Est-ce que vous êtes prête ? Prête. Ok. Emmanuelle, par quelle carte dois-je commencer ? Alors, Wounded Woman. Wounded Woman, c'est une marque de sous-vêtements pour des femmes qui ont eu une césarienne. Donc, c'est des sous-vêtements qui sont conçus pour ne pas frotter sur les cicatrices. Et ma question pour vous, comment Audrey peut communiquer sur l'identité forte de sa marque, avoir une approche très novatrice et une identité de marque forte, je ne sais pas, une DA par exemple assez exceptionnelle, mais tout en respectant la sensibilité du sujet qu'elle traite en offrant à des femmes qui ont vécu des opérations, tout en respectant la sensibilité de ce sujet. Alors, je pense il y a rien de mieux, surtout sur un sujet aussi impactant sur l'être humain, sur la femme, que de l'incarner. Alors, l'incarner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire raconter une histoire. Et en l'occurrence, ça peut être son histoire. Parce que ce que je crois de l'origine de Wounded Woman, c'est que au départ, la fondatrice a connu effectivement une césarienne, a connu le fait que aucun sous-vêtement n'était adapté, qu'elle a souffert et qu'elle est partie de sa propre expérience pour développer un produit et en faire quelque chose qui allait rendre la vie beaucoup plus simple aux parturientes, comme on dit, qui ont eu une césarienne. Donc, les maîtres mots à la fois pour être respectueux, c'est de l'incarner par des histoires vraies, surtout jamais de fake et jamais de démarche, j'ai envie de dire, purement commerciale sur ce type de sujet. Et puis c'est déjà un bon début en termes de communication, l'incarnation par le storytelling. Absolument. Est-ce que vous voulez compléter, mesdames ? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuelle. L'importance du storytelling, surtout sur les startups e-santé. Il y a une grosse partie des startups qui vont rentrer dans le storytelling très business, en fait, qui vont pas du tout parler de leur cible et les incarner. Donc, c'est exactement je pense exactement pareil que toi. Et je pense qu'il faut justement qu'elle prenne son vécu pour le storytelling, pour parler directement à ses cibles et du coup, ses consommatrices aussi d'une certaine manière.
Oui, et peut-être pour compléter, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et au-delà de son storytelling à elle, c'est peut-être le storytelling d'autres femmes, des clientes ou des... Voilà, qu'elle peut-être a eu l'occasion de rencontrer, pour partager des histoires vraies, authentiques. Moi, je les suis sur Instagram, donc elle fait déjà un super boulot. Mais c'est vrai qu'il y a des formats qui peuvent être adaptés pour ce genre de communication. Et puis pour ça, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil, je pense. Parfait. Et ben, c'est à toi, Charlotte, de choisir la prochaine carte. Alors, le prochain projet, c'est le Lab de Lando. Le Lab de Lando, c'est une marketplace dédiée à l'endométriose. Donc, ça veut dire qu'ils vont vendre des produits qui peuvent faciliter parfois le quotidien des endométriosiques. Ça peut être, par exemple, différents types de bouillottes. Des bouillottes qui vont s'accrocher autour du ventre pour pouvoir les porter toute la journée. Ça peut être de l'huile de CBD pour atténuer les douleurs, les angoisses, ce genre de choses. Et donc, c'est Floriane, mon invitée. Quel partenariat ou quelle collaboration vous pensez pourrait être bénéfique à Floriane pour essayer de toucher plus de monde ou de proposer plus de produits ? Alors, sur les partenariats, on pense tout de suite aux associations de patients. Depuis qu'il y a eu un programme gouvernemental sur l'endométriose, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante. Donc, la parole s'est répandue et s'est libérée. Et il y a de plus en plus d'associations de patients qui se sont révélées et qui ont trouvé des fonds aussi pour se déployer. Donc ça, c'est un premier partenariat. Mais surtout, et avant tout, et je le mettrai en premier, c'est avec les établissements de santé, les services qui, justement, font des recherches, soignent des personnes, des femmes atteintes d'endométriose, et il faut que ce soit inclus dans le parcours de soins. Le soignant n'est pas qu'un technicien. Il est aussi celui qui va aider le patient à aller mieux. Et aller mieux, c'est pas uniquement lui donner un traitement, mais c'est lui donner l'attention, lui donner ce type de services qui vont lui permettre, au-delà des traitements, de mieux vivre sa maladie. Donc les deux partenariats, association de patients et soit réseau de soignants, soit établissement de santé, pour l'inclure dans le parcours de soins. Je parie que ces sujets-là vous parlent, mesdames. Vas-y, sur les associations de patients. Je suis d'accord encore avec Emmanuel. Je pense aussi peut-être les pharmacies d'officine pour donner justement avec peut-être un pop-up à l'entrée des officines pour justement, je pense qu'il y a un gros côté pédagogique aussi à sa stratégie. Et c'est vrai que les pharmaciens, le métier de pharmacien évolue. Ils sont quand même aussi très proches des patients et des patientes. Donc ça pourrait être aussi un partenariat assez intéressant à mettre en place. Excellent. Et peut-être pour compléter, moi j'aurais eu une vision un peu plus grand public du sujet. Parce que je pense que sur l'endométriose, il y a aussi peut-être un sujet, on en parle de plus en plus, mais il y a peut-être aussi encore un sujet de l'errance thérapeutique. Et pourquoi pas finalement faire des partenariats beaucoup plus lifestyle, j'ai envie de dire, ou je sais pas, ça peut être des marques d'hygiène féminine, ça peut être des marques très féminines, plus grand public, etc. Et faire un partenariat soit pour récolter des fonds, justement pour mieux faire connaître cette pathologie, et aussi promouvoir quelque part ces produits. Mais il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue com là-dessus. Absolument. Génial, merci beaucoup. Manon, c'est à toi qui incombe la lourde tâche de choisir la carte. Attention. J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard un peu. On fait pas le perforation. Alors, le prochain projet s'appelle les Sentinelles. Et maintenant, je sais que tu le connais. Est-ce que tu peux le présenter ? Alors, je connais Guillemette Jacob qui fait partie du coup du comité scientifique de notre observatoire Sketis, qui est du coup hyper dévoué sur beaucoup de choses. Donc, c'est hyper intéressant. Et j'ai écouté aussi le podcast qui était justement dédié à Sentinelle, très, très axé recherche. Une multiplicité. Ouais, c'est ça. Donc, c'est hyper important ce qu'elle met en place. Et elle a une grosse communauté derrière. Donc,
je suis contente d'avoir cette carte-là, d'avoir au moins pioché cette carte. En fait, le principe avec les sentinelles, c'est de faire Tu connais Emmanuel aussi? Oui, je connais très bien Guillemette. Okay. Ouais. Pas trop, moi. Je veux bien un petit récap. On va te présenter Guillemette, et puis super. Ah bah avec plaisir. Le principe, c'est de permettre à plus de personnes qu'avant de participer à la recherche fondamentale en répondant à des questionnaires. Habituellement, c'était réalisé par des professionnels de santé, donc il y avait un biais à la fois de récolte d'informations, de temps aussi. Et le fait de passer par voie digitale, ça permet à un plus grand nombre de personnes de participer à la recherche fondamentale. Et donc, ma question, quelle collaboration vous pensez pourrait être spécifique, pour être bénéfique à Guillemette, pour élargir la portée de ce projet auprès de la communauté scientifique, mais aussi du grand public? En fait, le principe de Sentinelle, je trouve ça génial, et je crois que c'est la première à faire ça, c'est qu'effectivement, elle associe les patients à la collecte de données pour la science, pour permettre. Donc, le patient n'attend pas plus passivement que le chercheur fasse son travail de chercheur. Il est membre actif de cette recherche en acceptant de donner ses données. C'est ça, hein, Manon, je pense qu'on a compris la même chose. Donc, je pense qu'au-delà de l'action première qui est de donner ces données, de santé pour permettre justement de faire beaucoup plus de recherches épidémiologiques. En l'occurrence, elle s'en cache pas, c'était le cancer du sein, Sentinelle. Je pense que on devrait commencer par une campagne et un grand public, un partenariat grand public et une sensibilisation sur un changement de posture de la part du patient pour qu'il devienne en fait un partenaire de la recherche. Et ça, moi, je verrais bien quelque chose de. Alors, je suis peut-être un peu à côté de la question, mais d'une campagne grand public en disant la recherche aussi est votre affaire et vous avez une action. Et ça rejoint d'ailleurs le travail de Skesi sur les e-cohortes, c'est que de plus en plus, le patient ne va pas être passif vis-à-vis de la recherche, mais il va être membre actif en donnant volontairement ses données pour que la recherche puisse avancer. Et donc ça, moi, je vois une campagne nationale sur la collecte de données, sur la base du volontariat, de la part des patients. Bon, quand est-ce qu'on travaille sur cette campagne alors? Mais c'est hyper important parce qu'en fait, il y a une énorme acculturation aussi de la collecte et de la perception. Je pense qu'il y a aussi un côté de manque de légitimité pour certaines personnes, de dire est-ce que vraiment je suis légitime de faire accélérer la recherche? Est-ce que vraiment je suis impliquée dans ce sujet? Est-ce que je suis assez, je sais pas, malade aussi? Il y a ce côté peut-être de degré d'être malade. Il y a beaucoup de personnes qui disent je suis pas santé expert, donc du coup il y a aussi ce sujet-là. Donc je pense une campagne de sensibilisation sur la collecte de données et enlever les freins un peu psychologiques aussi de cette collecte. Oui, puis cette collecte, cette campagne, en l'occurrence, faudrait la faire vraiment avec, je pense, une majorité d'associations de patients et pourquoi pas de sociétés savantes. Parce que tu parlais de la communauté scientifique, de les mettre à bord pour communiquer sur un sujet comme ça, pourquoi pas. Après, je sais pas, elle est que focus sein encore aujourd'hui À l'origine, oui, et maintenant c'est cancer en général, je crois. D'accord. Donc, parce il pourrait y avoir des choses à faire autour d'Octobre Rose. J'imagine qu'elle a déjà imaginé des choses, mais pour le timing de la campagne. Oui. Un spot télé, ouais. Oui, tout à fait. En tout cas, en faisant ça, on renverse une peur. Quand les données de santé se sont digitalisées, il y a eu des terreurs urbaines disant que c'était terminé, tout le monde allait savoir tout sur tout le monde, que le secret médical n'allait plus exister. Et le fait de réussir à ce que les patients eux-mêmes soient volontaires pour donner leur santé, on est en train de renverser quelque chose, déjà d'éteindre une terreur et de montrer que les patients, ce sont pas des enfants, ce sont des gens adultes qui font ce qu'ils veulent de leurs données et qui sont tout à fait rationnels et matures pour pouvoir contribuer à la recherche. Donc ça dépasserait en fait cette campagne-là, ce serait vraiment pour militer pour un changement de posture du rôle du patient
dans sa relation à sa donnée de santé. Mais ça, il faut le faire avec le Health Data Hub. Oui, mais bon, on peut. On peut tenter. On peut tenter. Eh bien, tentons une nouvelle carte, Emmanuel. Alors, le prochain projet, c'est un livre qui est devenu un podcast qui s'appelle Naître princesse, devenir guerrière. C'est un podcast qui est animé par Delphine Rémy, qui est une femme qui a eu un cancer du sein et qui, dans son podcast... Alors, ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'origine, elle a créé un groupe Facebook où elle s'est retrouvée d'un seul coup à la tête d'un groupe Facebook avec, je ne sais pas, 20 000 femmes un peu du jour au lendemain. Et du coup, et qu'elle anime, etc. Et que ça fait partie intégrante du projet. Selon vous, quelles seraient les meilleures pratiques pour que Delphine puisse recueillir et intégrer les retours qu'ont pu avoir ses auditeurs dans son podcast? Est-ce que vous comprenez pourquoi je me pose la question? Non. En fait, je me dis... On sort le joker ou pas? Moi, Là, on peut sortir. Ce que je comprends pas, c'est que c'est retours à... C'est pas les retours à elle, c'est les... En fait, c'est un petit peu de la même façon. En fait, je pensais à la relation client dont on avait parlé avec Manon et à quel point quand on est à son compte ou même quand on est en entreprise mais qu'on considère que notre boss est un peu notre client, on est toujours en train de prendre en compte les retours du client pour améliorer ses services. Et je me disais, si on faisait la même chose avec un podcast, ça donnerait quoi? Et du coup, est-ce que ça voudrait dire intégrer les retours de ses auditeurs et auditrices? Et du coup, dans ce cadre bien précis, je me demandais comment elle pourrait les recueillir pour changer son produit et donc changer son podcast et faire quelque chose qui correspond toujours plus aux femmes qui ont un cancer du sein et qui veulent un format pour les informer / divertir. Je pense que c'est une question de joker. Non, non. C'est une bonne question. Tu veux dire qu'en fait, comment elle prendra en compte les feedbacks qu'elle reçoit sur ce qu'elle fait? C'est drôle comme question parce que j'ai tendance à dire, enfin nous en tant que communicants, on a tout le temps des feedbacks, ou même en tant que manager, régulièrement, et en fait c'est de l'amélioration continue. Donc j'ai tendance à penser que quand tu fais un podcast, les gens te font des retours dessus. Alors peut-être qu'ils te font pas toujours des retours de ce que tu pourrais améliorer, je m'en rends pas compte, parce que je ne pilote pas encore de podcast. Mais oui, clairement, il faut prendre en compte ça. Alors après, comment les recueillir? C'est-à-dire qu'elle liste déjà, elle a déjà des choses sur son Facebook en question, elle recueille déjà des retours ou pas? Je pense que à mon avis, le gros challenge, ce serait d'essayer de centraliser parce que il doit y en avoir en commentaire sur Apple Podcast, sur le groupe Facebook dans les commentaires, via la newsletter aussi, sur les réseaux et tout ça. Déjà, il y a un gros travail d'analyse. Ouais. Tout simplement, d'aller chercher la donnée et puis de la trier et de voir s'il y a des grandes tendances qui ressortent, en fait, aussi. Et de se dire, si j'ai telle tendance ou telle tendance sur tel ou tel sujet, après de voir comment elle peut le mettre en forme. Modifier le format. Et j'ai cru comprendre qu'elle allait en faire un livre, c'est ça? Non, en fait, c'est un livre qui est devenu un podcast. Ah, c'est l'inverse, okay. Pardon. Okay. Alors, moi, j'aurais tendance, je vais dater ma réponse, mais à prendre... j'ai deux idées, en fait, par rapport à ça. La première serait d'intégrer l'interaction dans le début, si elle fait plusieurs podcasts. Je vais vous donner l'exemple d'une émission emblématique de France Inter qui s'appelle Le Masque et la Plume. Oui, lorsque Jérôme Garcin commence, à chaque fois, il y a le courrier des lecteurs. Et d'ailleurs, c'est très savoureux parce que tous les critiques en prennent pour leur gras. Mais ça permet justement d'instaurer... Le paradoxe, c'est que le podcast est un véhicule de communication descendant. Ce qu'on fait là, c'est qu'il y a personne qui nous répond, on peut dire n'importe quoi de toute manière, et on ne dit pas n'importe quoi. Mais il n'y a pas de dialogue, en tout cas dans le temps présent. En revanche, ce dialogue peut s'instaurer dans la suite des podcasts, en les prenant en compte dans l'introduction, en disant Monsieur Machin m'a dit ça, et elle intègre ce dialogue. Donc ça peut très bien
être intégrés dans les épisodes de ces podcasts. Et puis il y a une autre possibilité, c'est que effectivement, comme dit Charlotte, elle regarde ce qu'il y a, et s'il y en a vraiment un qui sort, le Masque et la Plume fait ça aussi en allant interroger les gens à l'intérieur c'est généralement l'Alliance française. C'est de prendre quelqu'un qui vraiment l'a marqué et de venir dialoguer avec elle sur le podcast en question. Donc, mais qu'elle intègre le dialogue dans un véhicule qui est descendant, il faut qu'elle le modifie. Et elle le modifie en intégrant effectivement ses auditeurs. Mais c'est tout à fait possible. Ouais, elle peut aussi les questionner et être un peu modératrice de ça et leur donner des axes, des suggestions et voir s'ils valident ou pas. Et en fait, pouvoir co-construire avec eux l'évolution du podcast et les sujets qui vont arriver. Ça peut être aussi une idée. Soit en live, soit via les réseaux sociaux. Il y a des fonctions tout à fait. Qui permettent de faire voter, de demander l'avis aux gens qui la suivent, etc. Vous devriez travailler avec nous chez Medcheck Studio. Vous avez des super bonnes idées pour les podcasts. À qui le tour ? L'auto. Alors, oui, c'est toi qui lis, pardon. Moi, je veux bien essayer de déchiffrer. Défricher mon horrible écriture. Alors, Jamy. Vous connaissez Jamy ? Pas Jamy de Fred et Jamy. Oui, de Fred et Jamy. À chaque fois, ça me faisait penser à ça. Alors, Jamy, c'est une application mobile pour expliquer la puberté aux jeunes filles. Les premières règles. Pourquoi Éléonore a créé ça ? Parce qu'elle s'est rendue compte quand sa nièce a eu ses premières règles, elle a cherché pour elle une application et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait que des applications pour quand on connaît bien son corps et qu'on veut savoir quand est-ce qu'on ovule, etc. Mais pas vraiment d'explication pour cet âge-là. Du coup, ma question, et celle-là vous n'avez pas le droit de me la mettre en joker parce qu'elle est fun. Comment Éléonore peut-elle utiliser l'événementiel pour promouvoir Jamy comme application essentielle pour les jeunes filles ? Donc en gros, budget illimité, elle peut faire ce qu'elle veut. Comment elle pourrait faire la promotion ? Et moi j'ai l'impression qu'elle devrait la faire auprès des jeunes filles, certes, mais aussi auprès des parents, ou des jeunes garçons aussi. Je vais me prendre un joker. Non, moi on réfléchit. J'ai déjà une idée. Moi, je pense que c'est typiquement le genre d'application qui doit aller qui doit aller vers les gens, vers les jeunes. Et moi, typiquement, ce qui m'inspire, c'est il y a eu Claire Mounier qui a fait le bus du cœur. Moi, je verrais bien le bus de la puberté. Voilà. C'est-à-dire qu'on va dans la France profonde, avec tout le respect que j'ai pour la France profonde, et on y va dans les collèges, on va dans les... Et ça, c'est de l'événementiel aussi. On fait la pub de l'appli. 2, on commence à expliquer des choses aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes garçons. Ne les oublions pas. C'est super important qu'il y ait une égalité de formation dans ce domaine sur les deux sexes et qu'on fasse un événementiel itinérant avec cette histoire de bus, quitte à faire des petites tombolas, des petits quiz pour que ça rentre bien dans la tête, voilà. Mais vraiment que ce soit à la fois ludique et qu'on aille vers les gens. Ça, c'est très important. Oui, voilà. C'est un bon point. Moi, ça me fait penser à plusieurs choses. La première chose, je ne sais pas si tu connais l'entreprise Marguerite et compagnie. Oui, je connais. Voilà. C'est un de nos partenaires sur Endométriose Mon Amour. Voilà. Et donc, je me dis, il y a peut-être un truc à faire parce que je sais que elle travaille, elle promeut en fait les protections périodiques gratuites dans certains endroits et notamment dans les collèges. Avec des distributeurs. Voilà, avec des distributeurs à disposition, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire déjà avec cette marque-là. Je trouve, en tout cas, c'est un lien qui m'y a fait penser. Après, sur de l'événementiel, oui, je suis d'accord avec toi sur l'aspect quiz, etc. Mais du coup, tu es plus dans un moment où tu attrapes une famille. Et là, si on veut vraiment toucher les jeunes et les jeunes filles, alors il faudrait réfléchir un peu plus longtemps sur le type d'événement auquel il ou elle participerait. Mais je pense évidemment à TikTok.
Je sais que cet âge-là, ils sont tous sur TikTok en train de regarder des vidéos et je pense qu'il y a quelque chose à faire sur une campagne peut-être virale, quelque chose qui soit événementialisé, mais sur le digital finalement, parce que c'est pas un sujet non plus qui est facile d'aborder, où on a envie d'en parler avec les gens. J'ai eu l'expérience de ma petite sœur quand ça lui est arrivé. Voilà, c'était pas facile d'en discuter ou voilà. Donc je suis allée proactivement pour en parler, mais c'est pas un sujet dont on a envie de parler. C'est très intime, même à cet âge-là. Surtout que de plus en plus, l'âge des premières règles est hyper jeune. Donc c'est déjà à 13 ans, on n'a pas envie, mais à 8 ans, compliqué. Ouais, J'ose espérer que tous les jeunes de 8 ans ne sont pas encore sur TikTok, mais... à mon avis, il ne faudrait pas faire une analyse. Mais je pense que je suis d'accord avec Charlotte. Je pense qu'il y a quand même une barrière aussi sur ça. Donc, faire un événement plutôt digital où les jeunes femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons pourraient aussi un peu se cacher derrière un écran pour poser des questions peut-être un peu plus intimes qu'ils n'oseront pas forcément poser à des adultes qui viennent leur présenter des choses. Je pense que je les vois déjà potentiellement dire c'est gênant et plutôt se renfermer sur un événement physique. Donc je pense que un événement, un live, quelque chose vraiment assez marrant, assez ludique, je pense que ça pourrait être une bonne solution. Caché derrière un écran, c'est toujours un peu plus simple de discuter avec leur parfois. code. On peut faire ça en 2 temps. D'abord, on fait le truc, le live caché, etc. Et ensuite, une fois qu'on a tous les retours, on va avec le bus magique. Voilà. Pourquoi pas. C'est top. Il reste une dernière carte, mais tu veux la choisir? Non, vas-y. Mais... Vraiment, si tu y tiens, je te la redonne parce que je peux pas lire. Donc, ok. Je vais vous parler de Pentees. Pentees, c'est une marque à l'origine brésilienne qui est vraiment top. Ils font des sous-vêtements ultra absorbants pour les premières règles, la maternité, l'incontinence. Donc l'idée, c'est d'avoir des sous-vêtements pour toute la vie. Ce que j'apprécie personnellement chez cette marque, c'est que je trouve que les culottes première règle, par exemple, ça fait vraiment teen. C'est vraiment le genre de truc, je pense qu'on aurait tout adoré avoir à l'époque parce que c'est un moment qui est pas très marrant. On n'est pas encore à l'âge où on a envie d'avoir des jolies choses en dentelle, etc. Donc c'est vraiment très adapté. Ou pas, hein, mais... Du coup, la question, quel canot Ségolène, qui travaille chez Pentees, peut adopter pour mettre en avant efficacement le fait que il y a ce produit qui est le sous-vêtement, mais qui répond à plein de phases de vie différentes. Alors, quel canot elle peut utiliser? Quel canot de communication, oui, on est d'accord, on n'est pas sur la distribution. Ouais. Et là, tu peux me rappeler la cible à laquelle elle s'adresse? Parce que du coup, c'est assez large. C'est tout type hyper large. C'est hyper large. Ils ont même une gamme qu'ils ont développée pour les personnes transsexuelles parce qu'elles ont remarqué en fait qu'il y avait que c'était horrible, enfin que les retours donc des utilisateurs qu'ils ont eu, c'est les règles, c'est la dernière chose qui nous raccroche au genre où on ne veut pas être et du coup on se sent mal et donc le fait d'avoir des boxers menstruels, ça permet de faciliter la vie à ce niveau-là. Donc c'est la cible en fait, c'est pas du tout les femmes d'un certain âge, c'est hyper large. Et donc c'est pour ça que c'est peut-être la question à 100 000 euros. Ce qui est pas facile, c'est qu'effectivement, si l'objectif c'est de valoriser la marque et d'en parler, de la faire connaître, etc., il faut s'adresser à la personne. Donc en fait, j'aurais tendance à dire qu'il pourrait y avoir un message général qui doit être d'ailleurs pour moi sur un sujet comme ça dans l'autodérision complète pour que ça marche. Pourquoi dans l'autodérision ? Je sais pas, parce que les sujets de ce type-là, pipi, caca, les règles, c'est des sujets, voilà, il faut y aller dans l'autodérision, il faut assumer, parce que sinon, c'est toujours des sujets un peu tabous. Et en fait, pour marquer les esprits, si t'es dans l'autodérision, tout de suite, voilà, je pense que ça passe mieux. J'ai failli éclater de rire quand t'avais dit ce que t'as dit, donc... Ah bon, voilà, non, mais tu vois, c'est des sujets... Voilà, c'est des sujets qui sont un peu tabous et qu'on n'a pas forcément envie d'en parler. Et en fait, du coup, quand on est dans l'autodérision sur ce type de sujet-là, tout de suite, ça passe mieux. Et surtout, on marque les esprits. Si tu fais un truc classique...
Voilà, on a tous déjà vu des pubs pour des culottes menstruelles ou des choses qui sont un peu classiques, tu retiens pas en fait. Donc il y a ça, mais c'est vrai que donc, j'aurais un message général. Après, la question, c'est en fonction de la cible qu'elle a envie de privilégier, c'est un peu la base de la communication, tu es obligé de sélectionner. Parce que quel est le meilleur canal ? Tout dépend qui tu as envie de toucher, en fait, j'ai envie de te répondre. Donc d'abord, on priorise et ensuite, une fois qu'on a trouvé la cible, on privilégie le meilleur canal pour cette cible-là. J'adore cette approche. Ouais, on priorise. Moi, j'aime beaucoup dire qu'en marketing, en communication, en relation client, c'est toujours comprendre la personne dans son contexte, dans une temporalité. Donc, je rejoins Charlotte, on ne peut pas avoir un canal justement pour cibler tout le monde. On sait tous qu'une personne un peu plus âgée n'a pas le même goût du digital qu'une personne avec des règles ou la cible utilisée de transgenre. Donc forcément, il va falloir s'adapter. Oui. Non, et tu penses pas, parce que là-dessus, en fait, ça dépend. Il y a souvent... ça me fait penser à un podcast, évidemment, où en fait, le partenaire était... il faisait des appareils auditifs et en fait le principe c'est qu'ils ont fait un podcast à destination des petits-enfants pour que les petits-enfants parlent de cet appareil à leurs grands-parents et de cette façon arriver à les atteindre. Donc c'est pour réagir sur le côté de peut-être les plus seniors sont pas forcément sur les réseaux, en fait ils le sont grâce à leur t'as toujours une cible primaire, une cible secondaire. Donc oui, il faut après analyser et savoir un peu. Mais après, je vois pas non plus. Je vois, en tout cas, ma perception, je vois difficilement le petit garçon ou la petite fille aller voir son grand-père en lui disant mets des culottes. Ouais, mais enfin après ça dépend de la relation. Je te rejoins. Ça paraît improbable. Ça me paraît compliqué. Après, s'il y a un ton d'autodérision. Là, peut-être un petit peu plus. Donc, je rejoins Charlotte sur le ton un peu d'autodérision. Je pense que c'est un bon axe. Ouais, moi, je suis d'accord. Il faut parce qu'après tout, c'est un produit qui, même s'il touche différentes cibles, a des qualités qui sont universelles, qui sont le confort, l'invisibilité, le fait d'être mieux quelque part dans son corps, justement, à des périodes difficiles, physiologiquement difficiles, on va dire. Mais on revient à ce qu'on nous apprend dans les écoles de com, c'est-à-dire à chaque cible un message spécifique. Et là, c'est vrai que entre la jeune fille qui a des règles hyper abondantes et le monsieur incontinent, il va falloir former des messages différents. Donc moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire un message invariant qui va être un claim, et puis ensuite on va décliner des canaux de communication suivant les cibles. On pourra pas Après, faire autrement. Il y a une idée qui me vient. Enfin, tout dépend aussi le canal de distribution. J'ai aucune idée, mais là, je me dis, par exemple, si ce type de produit est vendu en pharmacie, il peut peut-être y avoir une campagne ou quelque chose de spécifique fait pour les pharmaciens, par exemple. Et eux, pour le coup, il faut leur parler de tout. Oui, tout à fait. Donc, en fait, tout dépend vraiment l'approche et le canal choisi. Mais là, tu es sur du B2B ou t'es moins sur du grand public. C'est vendu oui, voilà. Mais si c'est vendu en pharmacie, il faut quand même que le pharmacien ait l'info et sache, et on lui donne les moyens éventuellement d'en parler ou de... Tout à fait. Voilà. Bon. Eh bien, mesdames, je n'ai plus de cartes. Mais vous n'avez pas utilisé votre carte de joker. Donc maintenant, on fait comme vous voulez. Soit on arrête l'épisode et on se dit au revoir, et je vous remercie. Soit vous utilisez la carte de joker pour me poser une question et me mettre au défi moi aussi. J'aime bien la deuxième approche, mais il faut trouver la question. J'aime bien la deuxième approche. C'est là que les experts du challenge. Il faut du challenge. On l'a dit depuis le début. Moi, je peux ou pas ? Vas-y. Alors, Marguerite, je vais te poser une question. Tadam ! Ça, Marguerite, j'adore ce moment-là. Alors, Marguerite, on va pas te faire ta biographie comme tu as fait pour nous toutes, mais on sait que ça fait des années et des années que tu organises, pilotes des podcasts sur la santé. Donc, malgré ton très jeune âge, tu as une expérience solide. Donc, tu as vu plein de gens défiler devant ces micros. Raconte-nous quel est le podcast qui a été le plus difficile pour toi. Peut-être par le sujet, peut-être par l'invité, tu choisis.
mais vraiment, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi depuis que tu fais des podcasts sur la santé? Eh bien, en fait, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup. C'est dans cheminement, justement. J'étais hyper impressionnée par une de mes invitées qui me raconte et qui raconte, vous pouvez encore le trouver cet épisode, une fausse couche qu'elle a faite. Et donc de cette fausse couche est devenu plein d'autres choses parce que c'était un long cheminement, il y avait des problèmes aussi personnels, etc. Et en fait, la raison pour laquelle ça a été très compliqué, c'est que c'était une invitée qui est avocate, qui est hyper impressionnante, qui m'a beaucoup impressionnée, qui est plus âgée que moi, pas de beaucoup, mais suffisamment pour que, et avec cette posture qu'elle m'impressionne énormément. Et en fait, elle m'avait parlé, elle était venue vers moi pour témoigner. On a fait une pré-interview, on a discuté pendant 2 heures, tout allait bien. Elle me disait tout va bien, il n'y a pas de problème, etc. Elle me parlait de ça presque sans. J'avais l'impression qu'elle avait, pas comme elle si elle s'en fichait, mais il n'y avait pas beaucoup d'émotions, etc. Donc moi, je m'assurais que tout aille bien à chaque petite partie qu'elle me racontait, quoi. Et puis, le jour de l'enregistrement arrive. À l'époque, je faisais ça à la maison parce que c'était des choses personnelles. J'avais envie que mes invités se sentent bien. Elle arrive à la maison. Et là, je la sentais pas très bien. Elle me raconte toute son histoire. J'étais vraiment... Je serrais mes poings puisque c'était hyper dur de pas me mettre à pleurer, de pas lâcher les émotions, etc. En fait, je remarque qu'elle me regarde pas. Et en fait, elle me dit, c'était assez atypique puisqu'elle continue à me vouvoyer, etc. Et donc, elle me dit, Marguerite, je suis navrée, je vous avais pas regardé parce que je savais que si je vous regardais, j'allais fondre en larmes. Donc voilà, après, je lui propose un thé, elle part assez vite, etc. Et en fait, 3 mois plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire merci, que en fait, l'enregistrement avait changé tout pour elle, que c'est là qu'elle s'était rendue compte de ce qui lui était arrivé. Le fait de le verbaliser, de le dire à voix haute, qu'elle écouterait jamais l'épisode qu'on a enregistré ensemble, mais par contre, qu'elle s'en servirait pour raconter son histoire à sa famille, à ses proches. Très bien. Voilà. Une sorte de thérapie. Voilà, bravo. Les podcasts aussi, c'est une thérapie. Et bah écoutez... Je peux te poser une question, moi aussi? Oui. Voilà. Deuxième joker. Attention, Charlotte. Non, mais tu disais justement, Emmanuelle, que tu as fait énormément de podcasts. Je sais que tu les as aussi tous écoutés, quasiment. Ouais. C'est quoi le secret d'un podcast santé réussi? Waouh. Le secret d'un podcast santé réussi. Alors, avant de répondre à la question, je veux dire, c'est dur, hein, parce que il peut y avoir plein de podcasts. Enfin, les podcasts santé, c'est tellement large et c'est tellement différent et tout ça. Qu'il va falloir que je choisisse et que je justifie pourquoi, mais je vais pas répondre. Ouais. Je vais pas dire qu'ils sont bien montés, etc. Parce qu'à la limite, je pense que le plus important, c'est des podcasts qui sont vrais. En fait, on sent quand c'est authentique, quand c'est des histoires humaines et quand c'est des choses que les gens ont voulu raconter juste pour faire bien ou les podcasts. Nous, on travaille énormément sur des podcasts qui sont pour et par des patients. Et en fait, rien que le fait, par exemple, de prendre des personnes, de prendre des comédiens pour lire les textes versus de prendre les personnes qui ont vraiment vécu les choses, ça change tout. Et nous, à chaque fois, dans l'écriture et tout ça, oui, il y a l'écriture, mais l'écriture, elle est... En fait, nous, on est vraiment là en support parce qu'en fait, c'est juste mettre en forme des histoires qu'on nous a racontées. Et ensuite, quand le texte est écrit, il y a une revalidation par les patients qui nous disent non, ça, c'est pas ça, mais c'est pas du tout logique, en fait. Et du coup, et ça, je trouve que ça s'entend, c'est hallucinant à quel point ça s'entend. Et c'est hyper loin des formats fiction très immersifs avec des bruitages, des trucs où ça s'arrête jamais, où il y a des comédiens. En fait, c'est juste un autre genre. Et moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup plus limite. Voilà. Ok. Merci. C'est hyper intense comme exercice, en fait. Il fallait bien qu'on te fasse vivre ce que tu nous as fait vivre. On peut finir là, hein. Après, je peux poser la question que j'ai en tête. Et, ma question, qui était celle que tu as déjà posée, c'est comment toi, tu améliores perpétuellement tes podcasts ou ton format, ta structure de podcast? Bah, justement, en fait, c'est marrant, j'ai posé cette question parce que c'est des questions que je me suis posées aussi.
Et en fait, moi, c'était assez dur parce que j'avais à chaque fois plein d'avis très contradictoires. Donc, comment tu fais pour prendre tous les avis en même temps? Mais en fait, assez étrangement, j'ai pris l'avis d'un ancien collègue qui m'avait dit que, parce que donc, à l'époque où je racontais l'histoire avec l'invité, tu m'as posé la question, c'était un format témoignage très brut, on n'entendait pas ma voix, etc. Et en fait, le format interview me manquait beaucoup, mais j'osais pas le reprendre parce que j'avais pas envie de le prendre parce que ça me faisait plaisir. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que en fait, c'était très bien. Le format où on avait reçu Emmanuel d'ailleurs, à l'époque où Anka animait aussi. Et du coup, j'essaye de prendre les retours, mais toujours en me disant, faut pas que ça me fasse plaisir à moi, faut que plusieurs personnes me le demandent. Et si plusieurs personnes ont la même opinion, c'est que voilà. Mais c'est vrai que c'est dur de se renouveler toujours, parce qu'il faut quand même être fidèle aux auditeurs qui aiment le format original, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, moi les interviews j'aime pas, je préférais quand c'était des femmes qui se livraient. Et c'est vrai que c'est deux ambiances complètement différentes, donc c'est un gros pari. Et à chaque fois, on se dit, mais est-ce que les audiences vont quand même tenir, quoi? Ok. Pas facile, du coup. Non. Je te comprends. Je peux conclure? Oui. Ok. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur, toutes les trois. Vous avez vraiment brillé à cet exercice. J'ai trouvé ça génial. J'ai envie de monter une agence avec vous. Merci d'avoir pris le temps. Le temps, c'est précieux, je le sais très bien, d'être venu jusqu'à moi et d'avoir accepté l'exercice. Cet épisode est génial. C'est un des épisodes les plus ouf que j'ai réalisé de ma carrière. Voilà. Donc, merci. C'est gentil. C'est tout. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi.